BFM Business, l'invité d'Edwige Chevrillon. Notre invitée, c'est celle qui investit beaucoup dans l'e-tourisme, Véronique Moralier, la présidente de Webedia, présidente de Fimalac Développement. Merci d'être avec nous. On va rappeler qu'en début du mois de juin, vous avez racheté easyvoyage.com. On va revenir évidemment sur toute cette nouvelle architecture en 5 verticales que vous construisez autour de Webedia, mais quand même, puisque vous avez ouvert, je crois, un site sur destination.com, c'est ça, Destination France. Ça s'appelle Le Bon Guide. Le Bon Guide, absolument, mais qui veut se renforcer sur la Destination France. Lorsque vous voyez, je crois que c'est même pour ça que vous avez eu du mal à arriver jusqu'au studio de BFM, lorsque vous voyez ce qui s'est passé hier avec les taxis, la violence qu'on a vue, est-ce que vous pensez que c'est bon pour l'image de la France? Non, ça c'est pas du tout étonnant comme réponse, c'est désastreux pour l'image de la France, mais au-delà de la violence et de la nécessité de faire respecter l'état de droit dans ce pays, parce que quand même il y a de chaque côté de l'état de droit à faire respecter, ce que ça montre surtout, c'est quand même un retard du législateur à s'adapter, voire à anticiper l'économie collaborative et toute cette dynamique de transformation qui touche là les taxis, le transport, qui touche aussi le logement entre les particuliers, on l'a vu avec Airbnb, qui touche le covoiturage. On a des mouvements de fond et on a une séquence dans laquelle on voit que les pouvoirs publics, le législateur, n'arrivent pas à prendre la mesure de ce qui se passe. Et je pense que au-delà du sujet des licences, qui est un vrai sujet pour les taxis, au-delà du sujet de cette demande des gens, de cette demande des citoyens de pouvoir être libres de s'organiser pour les transports, il y a une nécessité bien sûr de faire respecter l'état de droit et de ne pas laisser s'instaurer cette violence, mais aussi d'anticiper ces mouvements et d'avoir des textes qui permettent de suivre cette dynamique qui n'est absolument pas appréhendée. Mais est-ce qu'on peut s'y opposer? C'est ça la question, parce qu'on a vu Uber Pop, parce que la question c'est pas Uber, les VTC, la question c'est vraiment Uber Pop, cette économie collaborative dont vous parlez. Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que vous pensez de toute manière, voilà, c'est le mouvement de l'économie, de la mondialisation, on peut rien y faire, donc il faut plutôt s'adapter plutôt que de la refuser. Quelle est votre position? Alors, on ne peut pas la refuser, ça c'est évident, et il vaut mieux plutôt l'accompagner, la cadrer, l'anticiper si on peut, mais on en est loin, plutôt que de la rejeter dans un bloc massif qui conduit à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des accès de violence et d'incompréhension de la part des uns et des autres, puisque chacun se rejette de très bons arguments, dont il faut tenir compte. Donc moi, je crois effectivement que cette affaire d'Uber Pop va conduire à des réformes anticipées. Je ne sais pas si ça se fera comme à Dublin, où on va devoir racheter les licences, où l'État va devoir racheter les licences de taxi. Un peu comme on a fait avec les terres agricoles, avec l'affaire. Ouais. Peut-être, et taxer donc un peu plus les gens. Ce qui est sûr, et je n'ai pas du tout de solution, parce que c'est quand même un sujet d'abord dont on parle assez longtemps. On a vu la commission Attali s'était déjà saisie de ces sujets-là, mais on est en retard. Et on ne va pas pouvoir aller contre ces mouvements qui se sont déjà installés. On va jusqu'à aujourd'hui louer ces jardins pour proposer des tentes. Bon, voilà, Airbnb est devenu partie de notre façon d'organiser nos vacances pour beaucoup d'entre nous. Donc le gouvernement a tort de déclarer illégale l'application Uber Pop. Vous pensez Non, je ne crois pas que le gouvernement ait tort de déclarer illégale l'application. L'application, elle existe, mais elle n'est pas pour l'instant prévue par des textes. Donc on a un état de droit à faire respecter. En revanche, ce sont les textes qu'il faut faire évoluer d'une façon ou d'une autre. Ça vous concerne directement, évidemment, parce que vous vous lancez vraiment, vous investissez à fond sur l'e-tourisme. On parlait donc de ce site lebonguide.com qui est donc destiné aux tourismes qui veulent venir en France. On sait que c'est aussi un des leitmotifs du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui est en charge du tourisme. Il veut qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent visiter notre beau pays. Easy Voyage, comment ça va s'articuler un peu? Donc Webedia, Terra Femina, vous avez... Je vais juste rappeler en 2 mots. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sites maintenant, Pure People, Pure Media. Je vais
peut-être pas parler tout de suite des verticales, mais déjà nous en tenir à notre nouvelle verticale sur le tourisme. Ouais. Pourquoi d'abord une verticale sur le tourisme? D'abord parce que le e-tourisme, c'est quand même un tiers du e-commerce, donc c'est un segment qui est extrêmement actif sur l'internet et nous on aime bien aller là où il y a du mouvement et de la dynamique. Deuxièmement, c'est vrai que Marc de la Charrière, notre actionnaire, a toujours été attaché à promouvoir l'image de la France et les atouts de la France, le cinéma, les jeux, la gastronomie, les casinos, si Lucien Barrière, bah oui, ça fait quand même absolument. Et le tourisme venait naturellement compléter ce dispositif. C'est du loisir, c'est actif, c'est un segment dans lequel on devait être. Donc Easy Voyage, c'est un des pionniers. Easy Voyage, c'est un des tout premiers sites qui est un portail qui propose des contenus, un comparateur de prix, des offres de voyage. Il est dans le top 5 européen. C'est quand même 3 millions de visiteurs uniques qu'on espère doubler. C'est 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un vrai acteur déjà international, très présent en Grande-Bretagne et on va aider à ce développement international parce que c'est un de nos ADN, et très présent aussi en Espagne, en Allemagne. Ça, c'est Easy Voyage et il nous paraissait naturel quand Easy Voyage s'est ouvert à des capitaux hors de ceux qu'il avait déjà, de nous positionner pour, avec Jean-Pierre Nadir, qui est son fondateur, son manager et ce brillant connaisseur de tous les sujets du tourisme, d'être leur partenaire. Le Bon Guide, c'est une autre, en fait, c'est venu pratiquement en parallèle. Le Bon Guide, c'est de l'intrapreneuriat chez nous. C'est une idée qui est venue de notre patron de la technologie, qui est un fan de tourisme, Antoine Hermite, pour ne pas le nommer, et qui constatait qu'il n'y avait plus ou pas de portail digne de ce nom, de guide numérique qui promouvait les destinations France de la bonne façon aujourd'hui. Or, nous, on sait faire des contenus qui font de l'audience, donc on continue nos métiers d'origine et nos expertises, et on a allié Easy Voyage et Le Bon Guide, qui est un lancement, c'est un site qu'on lance, c'est un site dont on espère qu'il fera 2 millions de visiteurs uniques d'ici 3 ans, dont on espère qu'il sera la référence avec nos grands partenaires, voyagesncf.com, Groupe Lucien Barrière, un certain nombre de conseils généraux et Atout France, puisque on est soutenu et grâce à Laurent Fabius que vous avez cité, on a eu ce lancement au Quai d'Orsay qui a mis en évidence le désir des pouvoirs publics de travailler sur le digital et le tourisme, qui est un petit peu une clé aujourd'hui. Un site ou une application ? Non, c'est un site. Mais et pourquoi pas une application? Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on ne se trimballe pas avec son ordinateur, par contre, tout le monde est avec son smartphone. Absolument. Bon, alors là, on le lance comme un site parce que c'est une architecture assez complexe, puisque c'est un site qui est un site de contenu, c'est un site média, mais qui est assez sophistiqué, où on promeut des destinations, mais c'est aussi un site serviciel, et c'est là où on va articuler le comparateur de prix et les offres que permettent Easy Voyage, mais c'est aussi un site où on peut réserver en ligne et en temps réel, même si on ne prend zéro commission, parce qu'on a un business model de médias et pas un business model d'agrégateur d'offres. Justement, comment vous vous situez par rapport à Booking.com, avec justement qui a été obligé, après une bronca des différents hôteliers, qui a été obligé de retirer certaines, je sais pas quoi, applications, en tous les cas, on peut dire, de son site. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que quelles leçons vous en tirez? D'abord, comment on se situe? Parce que alors le monde du e-tourisme est un monde qui est très architecturé, avec plein d'acteurs et une kyrielle. Alors d'abord une kyrielle d'hôteliers, de restaurateurs qui ont tous vocation à promouvoir leur offre et à vendre. Mais au-delà, on a les transporteurs, on a les agences de voyage, on a nous qui sommes des médias, des info-médiateurs, comme on dit, et entre les deux, on a des agrégateurs. Entre tous ces acteurs, on a des bookings qui sont des agrégateurs d'offres. Donc, chacun a sa place, on ne fait pas la même chose, on ne fait pas le même métier. Il est normal qu'effectivement, compte tenu des commissions qui sont prises, les hôteliers essayent de trouver des façons de promouvoir leur offre qui leur coûtent moins cher. Mais tout ça, c'est l'économie bien comprise de l'offre et de la demande. Donc voilà, je pense que toute cette, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette dynamique collaborative, elle oblige en permanence, et le digital est un laboratoire constant de remise en cause des business models. Tous les 18 mois, les acteurs qui ont pris des grosses positions, on n'est pas loin on est loin encore de pouvoir concurrencer des Booking, des Expedia,
pas Google même qui peut tout faire sur tous les sujets. En revanche, c'est bien qu'il y ait toujours des dynamiques de transformation et que tous les acteurs trouvent leur place dans ces dispositifs. Surtout lorsque les groupes comme Accor, donc les acteurs classiques, se mettent eux aussi à mettre en avant leur accorhotel.com. Vous voyez, ça fait la concurrence, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met et on a vu hier SNCF qui a pris une participation dans Wicar, les locations de voitures en particulier. C'est ça qu'on aime bien dans le monde du digital et de l'internet, ça rend toutes les choses très exigeantes parce que c'est très compétitif et c'est des remises en cause permanentes, mais c'est un mouvement qui permet aux uns et aux autres, lesquels seront agiles ou qui ont une influence parce qu'ils donnent un service ou des contenus de qualité, de trouver leur place auprès des internautes qui, en permanence, ont le choix d'aller vers les uns ou vers les autres. C'est les investissements, vous savez, ici à BFM Business, on aime bien les chiffres. Les investissements de combien pour Easy Voyage, l'acquisition, ça on n'a pas donné de prix à ce stade. Et pour le Bon Guide, on mutualise un petit peu toutes nos plateformes. Donc, on a les moyens d'investir avec Fimalac, notre actionnaire. Voilà. Au moins 40 millions, comme on le dit. 40 millions pour l'acquisition d'Easy Voyage. Non, on ne donne pas de chiffres, mais voilà, on est des investisseurs avisés, c'est tout ce qu'on essaye de faire. Allociné, ça c'était 67 millions d'euros pour ceux qui nous voient. On voit qu'il y a quand même, vous développez à marche forcée Webedia, c'est-à-dire que vous pensez qu'il est urgent de devenir un des acteurs, de s'installer, en tous les cas, très rapidement. L'urgence et l'agilité sont vraiment... Vous n'arrêtez pas les acquisitions clés dans cet univers du digital dont je disais à l'instant qu'il il mue en permanence. Donc, et pour obtenir des positions de puissance d'audience, c'est vrai qu'on acquiert, mais il y a une vraie expertise chez Webedia. On est 1000 personnes aujourd'hui. Il y a 200 personnes qui s'occupent des sites, de tout ce qui est la technologie, de tout ce qui est le référencement, sans lesquels on n'a pas cette puissance d'audience. Et cette puissance d'audience, elle conditionne indirectement la data, le programmatique, toutes ces transformations digitales qui remettent en cause les business models de la publicité traditionnelle tels qu'on les a connus. Justement, quelles sont les synergies entre vos différentes verticales, Allociné, Easy Voyage ou encore Pure People et Pure Media et puis Terrain Féminin? Où sont les synergies s'il y en a? Et puis quel est votre business model justement? Les synergies, elles sont décrétées au sens où on est un groupe qui voulons intervenir dans l'entertainment et les loisirs. Ça c'est le lien aussi avec Fimalac, et nos verticales par ailleurs promeuvent toutes les atouts de la France. En France et à l'étranger. On est la sur culture le française numérique. C'est le portail c'est le groupe, si on voulait le qualifier, je trouve que ça va assez bien, de l'excellence française sur le numérique. Autant le cinéma que les jeux. Il manque le luxe peut-être. Vous qui avez fait un passage éclair chez Chanel, il manque le luxe peut-être. Mais on n'est pas dans l'entertainment avec le luxe et le luxe a des codes particuliers. Nous, on est sur des sujets qui sont qui sont ceux qu'on a choisis, qui permettent de toucher le loisir et l'entertainment, en liaison aussi avec ce que Fimalac fait avec les artistes et les salles de spectacle. Donc les synergies, elles sont de pouvoir avoir de l'audience qualifiée, de l'audience naturelle. Ce sont tous des sites qu'on appelle autoportés parce qu'ils sont très bien référencés, et notre business model, il évolue à la faveur des révolutions du digital. On est plus vidéo, on sera beaucoup mobile, vous le disiez tout à l'heure. On sera beaucoup plus sur des aspects de publicité programmatique qu'on ne l'était avant, et tout ça c'est mutualisé. On mutualise notre régie publicitaire avec toutes ces révolutions, on mutualise notre technologie, et avec ça on se positionne à l'international. On est présent au Brésil, on est très fort en Allemagne, au UK désormais avec Easy Voyage et le Bon Guide qui va être bientôt traduit en anglais. On est présent au Moyen-Orient, un peu en Espagne, un peu en Turquie. On regarde les États-Unis, parce que si les États-Unis c'est une terre incontournable quand on se veut être un acteur du digital, mais on y va prudemment parce que tout est très cher, parce que ils ne nous ont pas attendus pour être dans l'excellence numérique à tout niveau. Et en même temps, je pense qu'il faut qu'on y soit d'une façon ou d'une autre. Donc tout ça, c'est une alchimie où on fait jouer nos expertises
pour nous-mêmes, mais aussi pour des marques qu'on accompagne, notamment dans le brand publishing. Est-ce que ça veut dire que, je reviens toujours sur mon idée d'application, parce que vous avez déjà les applications, hein, pour celles qui ont été lancées il y a longtemps. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même que tout passe par là. Pourquoi ne pas commencer ou développer ça d'une manière immédiate? Alors, vous avez tout à fait raison. Hein, une des révolutions concerne le mobile. La mobilité. Notre équipe dédiée au mobile, elle fait 30 personnes aujourd'hui et on va continuer à recruter. Tous nos sites sont désormais non plus seulement responsives, mais avec des contenus adaptés sur le mobile. Et quand on ajoute à ça l'activation des réseaux sociaux qui est assez configurée pour aller sur le mobile, alors on a effectivement une évolution qui est assez inéluctable et dont on va tenir compte pour nos propres sites et puis pour tous les sites des entreprises qu'on accompagne. Comment est-ce que vous... il y a toute la question, je recevais la présidente de la CNIL il y a quelques jours, on parlait évidemment des données personnelles. Comment est-ce que vous comportez chez Webedia par rapport à nos données personnelles dès lors qu'on s'inscrit sur une application? Est-ce que forcément il y a une sorte de consolidation des données personnelles? On est très vigilant et respectueux de l'état de droit. J'en parlais tout à l'heure, je crois que on ne peut pas faire n'importe quoi. D'abord, on ne peut pas tricher dans l'Internet à quelque niveau que ce soit. Et la protection des données personnelles, elle est inhérente. Oui, mais en même temps, c'est ce qui vous fait vivre. Lorsqu'on voit que 70% de votre chiffre d'affaires vient de la publicité... Non, mais on peut avoir ensuite une appréhension de la data, mais qui tient compte aussi du fait de ne pas donner des données personnelles. On cible des comportements, on cible des profils, on cible des jumeaux de ceux qui viennent sur nos sites. Ça, oui, et c'est une des données incontournables aujourd'hui. La protection des données personnelles aujourd'hui, c'est encore autre chose et on y est très vigilant. À quand une cotation de Webedia? On peut l'envisager. D'abord, un changement de nom, puisque je recevais justement le fondateur de Webedia. Il disait qu'il faudra peut-être penser un jour à changer de nom. Est-ce que vous qui en êtes la présidente, vous y êtes favorable ou pas? On va voir, on va voir. L'histoire de Webedia, elle est tellement récente. Moi, je trouve que c'est une ombrelle qui va bien. Mais peut-être, on voit beaucoup de groupes aujourd'hui qui changent de nom pour donner des dynamiques différentes. On va voir. C'est un projet d'entreprise, un changement de nom. Et, bien sûr. Et la cotation? Et la cotation, c'est pas pour tout de suite. On a un actionnaire qui est coté et qui n'aime pas trop Fimalac, évidemment. Fimalac, et qui n'aime pas trop coter ses filiales. Maintenant, encore une fois, ça fait moins de 2 ans qu'on a construit et qu'on a ouvert cette dynamique de Webedia. L'avenir est devant nous. Merci beaucoup, Véronique Morelli. On l'a compris, plein de projets de